Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dame du CDI. Je vous refilme ce podcast parce que je viens de le filmer à l'instant. Et en fait, quelle était ma surprise en vous faisant le outro, la fin, et que je vois qu'en fait l'écran était noir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me fascine, un sujet qui dérange beaucoup, qui en intrigue encore plus, et surtout qui fascine de nombreuses personnes, et moi la première. Sommes-nous tous bisexuels? Il faut savoir qu'en fait, en visionnant l'épisode d'Arte, Sommes-nous tous bisexuels, qui est disponible sur YouTube, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet de la bisexualité. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, vous avez peut-être vu les quelques vidéos que j'ai fait sur le travail de Kinsey, Alfred Kinsey, où justement, j'en parlerai un petit peu après. Et à juste titre, quelqu'un dans les commentaires m'a dit « Le B de LGBT n'est pas silencieux, LGBTQIA+, pour les puristes, n'est pas silencieux. » Et en fait, j'ai trouvé ça, au-delà d'être très drôle, c'est surtout très vrai, parce qu'il faut savoir que la bisexualité est quelque chose qui est très souvent invisibilisé, parce que certains et certaines les considèrent comme moins exposés au stress minoritaire, à la discrimination, etc. Donc un petit peu des sortes de privilégiés queer, des privilégiés de la communauté, parce qu'ils pourraient, entre guillemets, faire le choix de se ranger du côté hétéro. Mais aujourd'hui, on est là pour les mettre en lumière parce que, à juste titre, les personnes bisexuelles sont queer. Et en plus de ça, dans cette vidéo, je parle de bisexualité au sens large, mais en fait, c'est parce que le terme est le plus mainstream, le plus connu, c'est-à-dire le plus accessible pour tout le monde. Mais ce que j'entends par bisexualité s'approche plutôt de la définition de la pansexualité, pan, P-A-N, qui est un dieu grec, veut dire aimer peu importe le genre. Donc, qui englobe aussi les personnes transgenres et non-binaires. Sauf que, justement, la plupart des études de psychologie, sociologie, etc., elles s'intéressent plutôt à la bisexualité parce que, à l'époque où elles ont été faites, la transidentité était beaucoup moins visible, même si aujourd'hui elle n'est pas encore assez visible et encore pas assez, vous voyez, respectée. Mais il y a cette idée, quand je parle de bisexualité, de ne pas invisibiliser la pansexualité et encore moins la transidentité. L'idée que tout le monde puisse être bisexuel, elle est un petit peu provocatrice et pourtant elle revient assez régulièrement. Ça peut être quelque chose qu'on entend en discours de comptoir ou dans les films, dans les séries, dans les expériences de jeunesse ou alors dans des confessions tardives en soirée. C'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup dans la littérature. C'est d'ailleurs un petit peu au cœur du roman que j'ai écrit, L'autre côté de la montagne, si jamais vous voulez le lire sur Wattpad. C'est aussi au cœur du nouveau roman que je suis en train d'écrire, parce que, évidemment, vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me fascine, celui de la bisexualité, enfin du désir au sens large. Et en fait, la bisexualité, elle est souvent caricaturée comme une phase, une sorte d'entre-deux un peu flou, où en fait, on questionne en réalité notre manière de penser, etc. Typiquement, Sex and the City, Carrie Bradshaw qui nous dit je ne suis même pas sûr que la bisexualité existe, je crois que c'est juste une escale jusqu'à Gay City. Tout ça pour dire que le biseptisme, la biphobie, sont aussi présents que glamourisés. Et donc aujourd'hui, on va essayer de mettre un petit peu en lumière, d'éclaircir ce sujet. Et la première, justement, étude, le premier écrit qui m'a vraiment fasciné et que j'ai justement trouvé grâce à l'épisode de Arte, c'est le travail de Kinsey, donc Alfred Kinsey, qui a été fait donc en 1948. Et justement, à cette période, Alfred Kinsey va créer ce qui deviendra un monument de l'histoire de la sexologie, qui est le rapport Kinsey, où dedans, en fait, il va proposer une échelle allant de 0, donc extrêmement hétérosexuel, horrible, à, je plaisante, à 6
entièrement homosexuel. Au-delà donc de cette idée que la sexualité est un spectre et non plus quelque chose de binaire, de oui-non, il va aussi présenter qu'en réalité, la répartition de la population se fait plutôt sur une courbe normale. Si je dis pas de bêtises, c'est une courbe de Gauss. Ceux qui sont bons en maths pourront confirmer. Je vous mettrai un graphique. Et qu'en fait, en réalité, la majorité des gens se situent sur un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entièrement homosexuels ou entièrement hétérosexuels, mais plutôt avec une tendance, mais ouverte à d'autres choses. Donc en fait, c'est-à-dire que même moi, qui me considère entièrement homosexuel, eh ben, il y a sûrement des moments de ma vie où j'ai eu de l'attirance pour des femmes sans vraiment m'en rendre compte. Mais ensuite, je vais vous expliquer un peu comment ces choses-là deviennent un petit peu plus floues. À proprement parler, Kinsey n'a jamais dit que tout le monde était bisexuel, mais il a plutôt mis en lumière, grâce à la science, ce que la société en fait peinait à admettre, c'est-à-dire que le désir est fluide, il est plastique, et surtout, il échappe à des cases strictes que nous, on crée. Pour vous parler un petit peu plus de mon expérience, avant même d'avoir du désir sexuel, on m'a toujours dit « toi t'es gay, toi tu seras homosexuel, toi t'es une fille manquée ». Et parfois, en rétrospective, je me dis « mais en fait, ça se trouve, c'est parce qu'on m'a toujours collé cette étiquette que j'ai grandi en me disant « je suis comme ça ». C'est comme un peu cette idée, vous voyez, dans les dessins animés, le méchant est méchant parce qu'on lui a toujours dit qu'il était méchant. On lui a toujours dit tu es un monstre, alors qu'en fait c'était pas forcément un monstre. C'est horrible que je fasse le rapprochement entre le monstre et l'homosexualité, ça n'a aucun rapport dans mon esprit, je préfère clarifier ça. Mais vous voyez cette idée qu'en fait on grandit avec les projections qu'on nous fait. Et justement, c'est quelque chose que maintenant j'essaie de déconstruire. Vous voyez cette case stricte de je suis gay, non pas parce que j'aimerais ne plus être gay, non pas parce que je pourrais avoir de l'homophobie internalisée et que j'aimerais me ranger du côté des hétéros ou du côté des bi pour être moins discriminé ou des choses comme ça, mais c'est plus cette idée que voilà, je suis queer, je suis fier d'être queer, mais est-ce que en me persuadant que je suis gay, je ne passe pas à côté, vous voyez, de la moitié de la population, à côté de centaines de rencontres qui pourraient être géniales, de connexions qui pourraient être géniales, et même si, à date, et je pense que c'est aussi ce que je vais développer juste après, et comme j'ai grandi avec cette idée que j'étais gay, je n'ai pas cultivé ce désir pour les femmes, cette attirance, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quasiment aucun désir sexuel pour les femmes. En fait, j'ai un peu cette idée que l'homosexualité, ce serait comme être dans un musée où les femmes sont les œuvres d'art et qu'en fait, tu peux toucher qu'avec les yeux. Il y a vraiment ce truc de on ne touche les femmes qu'avec les yeux quand on est gay, alors qu'en réalité, si on est tous un petit peu bisexuels ou pansexuels, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir ça? Et typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai été à l'anniversaire d'une copine et il y a une de ses amies que je connais depuis le lycéen, que j'ai toujours trouvé magnifique. Et en fait, comme j'étais un petit peu, vous voyez, dans le processus de déconstruire ça, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, cette fille, c'est du désir que j'ai pour elle. Parce que je m'étais jamais posé la question, vous voyez. Mais à la fois, là où je me questionne, c'est que je me dis, je détesterais faire des femmes, et typiquement, par exemple, de cette fille, un cobaye, vous voyez, quelque chose que l'on essaie, que l'on tente, parce que je trouve que ce serait un petit peu les utiliser. C'est ce qui se passe dans mon roman. Le personnage principal se sent vraiment utilisé comme cobaye par une personne qui est justement bisexuelle. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais moi par exemple pendant longtemps j'ai été bisexuel. Je ne croyais pas justement à la bisexualité parce que là où j'ai grandi, il y avait beaucoup de filles, c'était pas beaucoup de garçons. Forcément, l'homosexualité masculine est peut-être
plus dur à avouer, j'en sais rien, ça c'est à vous de me dire, mais j'ai le sentiment que l'homosexualité masculine est plus dure à admettre, euh, surtout parce que entre mecs c'est plus compliqué quoi. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu acceptes de dire que t'es bi, tu n'es plus considéré comme un homme hétéro, et du coup tu risques d'être exclu du groupe des hommes hétéros. Là où, c'est peut-être la même chose en fait avec les femmes. C'est même peut-être certainement la même chose avec les femmes. Il y a sûrement aussi beaucoup d'homophobie dans les groupes de femmes, même si j'ose espérer qu'il y en a peut-être moins, parce qu'il y a moins de masculinité toxique. Les femmes sont sûrement moins impactées par la misogynie, l'homophobie, etc. J'ose espérer. En tout cas, j'ai été longtemps biseptique, biphobe, parce que en fait, j'y croyais pas, et je voyais justement toutes ces filles qui se revendiquaient bi, qui sortaient qu'avec des garçons, et je me disais, mais en fait, elles font ça juste pour avoir l'air cool, sans se rendre compte qu'en fait, pour nous, c'est dur. Enfin, en fait, c'est dur d'être gay. C'est pas juste une sorte d'étiquette un peu sympa. C'est pas juste des bisous pour rigoler en soirée. C'est vraiment au-delà d'une sexualité, d'une orientation sexuelle, être queer, c'est une identité, c'est quelque chose qui te colle à la peau, avec toute la beauté et toute la souffrance qui viennent avec. Enfin, vous voyez, vraiment, ça me fait penser un peu à ce poème d'Ormesson, Merci pour les roses, merci pour les épines. Voilà, être gay, être queer au sens large, c'est une vallée de roses, avec autant de fleurs que d'épines. Et, et en fait, justement, j'ai arrêté d'être biseptique le jour où, en fait, un été, une de mes amies était en goumin, en peine de cœur ultime à propos d'une fille, et l'été d'après, c'était à propos d'un mec. Et là, je me suis dit, ok, en fait, les bi existent, Et à la fois, je me déteste d'être le genre de personne, vous voyez, qui est en mode je ne crois que ce que je vois. Mais à la fois, c'est comme ça. D'ailleurs, side note, c'est saint Thomas qui disait je ne crois que ce que je vois. Donc les gens disent souvent ah, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, parce que saint Thomas aurait mis la main dans les côtes du Christ, je crois, ou quelque chose comme ça, pour vérifier s'il était mort ou un truc comme ça. Et si quelqu'un vous dit ça, vous lui dites mais toi tu le connais saint Thomas? Parce qu'en fait, l'idée même que quand on se persuade, qu'on dit je ne crois que ce que je vois, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, et que tu lui dis mais tu le connais saint Thomas, s'il n'a pas vu saint Thomas, il ne peut pas savoir que saint Thomas a dit ça. Donc en fait, ça déconstruit complètement son raisonnement. C'était une side note absolument inutile, mais ça vous fait une punchline qui fonctionne, en tout cas qui remet en question quelqu'un, je sais pas. Mais ce que je trouve intéressant du coup dans ce sujet de la fluidité du désir, du fait que le désir est plastique, c'est que nécessairement, s'il est plastique, il est modelé par quelque chose. Et en fait, s'il n'est pas modelé par la nature, il est forcément modelé par la culture. Et alors ça, moi, je pense que c'est un des ouvrages que j'aime le plus, le travail de Bowlby, donc, qui est un entomologue, qui a écrit justement sur le sujet en 1969. Et justement, la psychanalyse et la psychologie de l'attachement, la psychanalyse est souvent critiquée, mais c'est quand même intéressant de voir ça, apporte une autre dimension. Et justement, John Bowlby, il explique, c'est celui qui a théorisé l'idée que la manière dont nous avons été sécurisés par nos figures parentales, ou non, dans l'enfance, vont influencer, façonner comment est-ce qu'on va s'attacher, comment est-ce qu'on va désirer à l'âge adulte, dans tout le reste de notre vie. Et il explique que justement, un attachement sécure va ouvrir davantage à la curiosité. En fait, quand on est à l'aise, on va plus facilement avoir tendance à explorer, on va être plus tolérant à l'ambiguïté, à l'ambivalence, ambiguïté, ambivalence, bisexualité. Mais ce que je veux en tout cas pas dire, c'est que l'orientation sexuelle ne dépend pas directement de l'attachement. Mais elle va plutôt façonner notre rapport à l'ambivalence, notre rapport au flou, vous voyez, un petit peu l'inconfort du désir. Et justement, la bisexualité, par essence,
est une expérience de l'ambivalence. C'est une expérience un petit peu du flou. C'est une expérience du et plutôt que du ou. Et ce qui est bien avec toutes ces sources, c'est que du coup, on comprend que nécessairement, le désir n'est pas seulement biologique ou psychologique, il est aussi profondément culturel. Et en fait, ça, si je vais vous parler de culture, je vais vous parler de Pierre Bourdieu. D'ailleurs, pour ceux qui sont à Paris, sa tombe est dans le cimetière du Père-Lachaise. Je suis allé l'autre jour et j'étais trop content de passer sur sa tombe. Je lui ai fait un petit coucou. Et aujourd'hui, Pierre Bourdieu, il va vous parler de la culture du goût. Il en parlait en fait dans La Distinction. Et je vais vous parler de ça parce que il y a quelques temps, je parlais avec un pote c'est une side note, hein. Il me parlait justement il est directeur artistique. Et il me disait, oui, non mais moi, dans mon école, il y a des gens, ils n'avaient pas de goût, je savais qu'ils allaient partir dans cette direction-là. Il me disait justement, le bon goût ne s'achète pas. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est une ineptie pas possible de dire une chose pareille. C'est du snobisme de classe. Et en fait, on a souvent cette idée que le bon goût serait quelque chose comme tombé du ciel, une sorte de miracle, un talent, quelque chose d'inné. Mais en réalité, le bon goût, le goût, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se transmet, c'est quelque chose qui se cultive. Et donc en fait, que vous soyez né dans une famille qui n'a pas spécialement bon goût ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir bon goût, vous avez plus de chances de ne pas avoir bon goût, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir bon goût. Et lui d'ailleurs, il en est la preuve. Il a grandi dans une famille qui est dans le sud. Typiquement, le bon goût du sud n'est pas le bon goût de Paris. Et au même titre, le bon goût de France n'est pas le même bon goût qu'en Chine ou en Côte d'Ivoire ou au Daghestan ou je ne sais où. Le goût, en fait, à juste titre, s'inscrit dans des dimensions spatiales et des dimensions culturelles, des dimensions, vous voyez, géographiques et dans le temps. C'est d'ailleurs pour ça que le bon goût d'aujourd'hui, c'est pas le bon goût d'il y a 10 ans, c'est pas le bon goût d'il y a 20 ans, et ce sera certainement pas le même goût dans 10 ou 15 ans. Et alors ça s'applique pas seulement à des biens matériels ou des choses comme ça, ou des vêtements, ça s'inscrit aussi dans ce qu'on va trouver désirable, ce qu'on va trouver séduisant, ce qu'on va trouver acceptable, ou alors ce qu'on va trouver tabou. Et tout ça, en fait, c'est le produit d'une histoire culturelle. C'est d'ailleurs pour ça que dans certaines sociétés, on voit les relations homosexuelles, les relations bisexuelles comme beaucoup plus banalisées. On parle toujours de la Grèce antique comme cette période géniale de bisexualité, mais il y avait aussi, par exemple, dans les sociétés amérindiennes, les sociétés natives américaines, les vraies. Je suis désolé, on a été interrompu. J'ai ma voisine pâtissière qui m'a ramené des choux à la crème. Je suis dégoûté de déménager, je tiens à vous le dire. Ils ont l'air excellents, rien qu'à l'odeur. Mais donc, je vous parlais justement des Two Spirits, qui sont en fait des figures entre guillemets gender fluide ou trans, qui étaient presque glorifiées, en tout cas, qui avaient vraiment cette posture dans les communautés, presque de chaman, de quelqu'un qui était justement présent dans la communauté, qui était le lien entre les hommes et les femmes. C'était une posture qui était très importante. Donc en fait, les Two Spirits, avant d'être colonisés par les Européens, avaient vraiment cette posture de médiateurs spirituels. Ils étaient souvent des artisans spécialisés, par exemple dans la fabrication de certains vêtements, dans la poterie, dans des objets de cérémonie. C'était aussi des éducateurs qui étaient gardiens des enfants. C'était vraiment une figure sociale qui était très respectée, car perçue comme porteuse d'un équilibre entre les polarités du monde, entre l'homme et la femme. Et ce que je trouve absolument fascinant, ce que je trouve magnifique, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans énormément justement de communautés amérindiennes, mais c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans plein d'autres cultures et qu'on retrouve dans d'autres parties du monde qui n'ont pas justement été colonisées par l'Église, par
la chrétienté, qui elle a vraiment participé à la diabolisation de l'homosexualité et de tous les comportements qui n'étaient pas hétéronormés. Euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui, on voit énormément en Asie de garçons, de petits garçons qui sont très efféminés parce qu'en fait, ils ont été beaucoup moins impactés par le christianisme et donc c'est des cultures où la féminité, l'homosexualité, etc. sont beaucoup plus acceptées. C'est d'ailleurs pour ça que Drag Race Philippines, Drag Race Thaïlande, qu'il y a autant de drag justement dans ces zones-là, parce que c'est beaucoup moins réprimé et du coup, c'est beaucoup moins tabou, c'est beaucoup plus ouvert et c'est, je trouve, beaucoup plus chouette. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui encore, les normes de genre, les normes de beauté, les normes d'attirance, elles sont codées par la culture. En fait, ce qu'on valorise dans le corps, dans les manières, dans les attitudes, dans tout, et en fait, ça change d'un pays à l'autre, ça change d'une époque à l'autre. Et typiquement, la bisexualité, la pansexualité vont percuter en fait cette culture du goût parce que elles obligent à admettre que l'attirance peut traverser les genres et donc que le désir n'est pas seulement biologique mais qu'il est aussi socialement orienté, culturellement orienté. Alors la science nous dit que la majorité des individus ne sont pas forcément bisexuels, mais vont peut-être ressentir à un moment dans leur vie une forme d'attirance, ressentir une forme d'attirance au-delà du genre, ou du moins au-delà du genre qu'ils ont l'habitude de vivre ou de revendiquer sous leur étiquette d'attirance. Et de la même manière, la psychologie, elle, nous rappelle que notre rapport à l'ambivalence va jouer un rôle dans notre ouverture à la pansexualité, à la bisexualité. Et enfin, il y a cette idée que la sociologie, elle, nous montre que nos goûts, nos attirances sont culturellement encadrées, elles sont apprises, transmises, façonnées, etc. et parfois réprimées. Et du coup, la véritable question n'est pas est-ce que nous sommes tous bi, mais plutôt jusqu'où est-ce que la société nous autorise à reconnaître la fluidité de nos désirs. La bisexualité, il faut sortir de cette idée que c'est un entre-deux flou. En fait, c'est peut-être aussi la clé pour comprendre que le désir humain est plus vaste que les cases qu'on lui impose, qu'il circule, qu'il se transforme et que surtout, il s'apprend. Et si, au fond, ce n'était pas la bisexualité qui était étrange ou marginale, mais bien l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule façon d'aimer. Ça, c'est étrange et marginal. L'épisode touche à sa fin, ça a été chaotique puisque c'est la deuxième fois que je le tourne. Et même la partie où j'ai dû revenir, je me suis rendu compte que ça ne filmait plus parce que je n'avais plus de stockage sur mon téléphone. Ça a été un petit peu chaotique. Le mois de septembre a été un petit peu chaotique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris du retard sur les épisodes de podcast. En revanche, je reviens en force. Ne vous inquiétez pas. J'ai aussi eu la chance ce mois-ci de me concentrer à fond sur l'écriture d'un deuxième roman de science-fiction où la bisexualité d'ailleurs est vraiment au cœur du roman, même si c'est un roman de science-fiction, donc ça reste quand même très dynamique, etc. C'est queer, c'est prenant, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler un peu plus. Il y a vraiment des chances d'ailleurs qu'il soit édité parce qu'il y a une maison d'édition qui est potentiellement intéressée. Donc c'est vraiment chouette, je croise les doigts. Je vends la peau de l'ours un peu avant de l'avoir tué, mais écoutez, je manifeste. Maintenant c'est dans l'univers, je peux plus le reprendre. Et voilà, je vous prépare plein d'autres épisodes. Le prochain va être plutôt sur l'existentialisme, je pense. Et je vais aussi refaire des interviews, des formats peut-être aussi un peu plus légers, un peu plus fun. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, peu importe sur la plateforme avec laquelle vous écoutez ce podcast, à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir, je vous réponds tout le temps. Et surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite au CDI.